Dans une conférence qu'on avait organisée, un jeune agriculteur qui avait fait une école de commerce avant de reprendre l'exploitation de son père dans l'élevage et qui disait la première chose qu'on apprend quand on fait du commerce, c'est que celui qui vend qui fixe le prix et pas l'inverse, alors qu'en agriculture, c'est finalement l'inverse. Et les problèmes de santé liés à la mauvaise alimentation, des maladies cardiovasculaires, le diabète, etc., ça monte en flèche. Rien qu'en France, ils ont estimé que par an, les coûts justement sur la santé publique, c'est 19 milliards d'euros en un mois. Il y a les bases de cette politique qui ont été complètement revues. Le peu d'obligations environnementales liées à cette politique ont été jetées à la poubelle, sans consultation publique, sans étude d'impact, sans rien, sous pression de certains lobbies. On va accuser les consommateurs de faire des mauvais choix. Ça, c'est une technique de l'industrie, ça a toujours été. C'est pas que pour l'alimentation, c'est vrai pour tout. On va vraiment refus, on parlait des rapports scientifiques, etc. Un refus, un déni du problème. Non, la viande, c'est bon pour la santé. Non, il n'y a pas de problème de surconsommation de viande. Donc à un moment, non, on ne peut pas avancer sur la table si la base de nos discussions, c'est pas la science, parce que sinon, on n'ira nulle part. Bienvenue à vous sur Limite et bienvenue à toi, Faustine, sur cette chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner, commenter. Vous savez, ici on aime bien tenter de mieux comprendre le monde, tenter de savoir quelles sont les interactions, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans des muises pareilles et quelles sont les myriades de solutions pour s'en sortir et par quel levier ça passe. Faustine, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter, nous dire un petit peu quel est ton pédigré, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie? Je suis Faustine, je travaille pour le EEB, donc le European Environmental Bureau, donc c'est le Bureau européen de l'environnement, c'est une très grande ONG, une fédération d'ONG environnementales. On a plus de 180 membres dans l'Europe, donc pas que l'Union européenne, donc dans l'Europe au sens géographique. Et on se bat pour un monde meilleur, pour un futur viable, on va dire, pour nos enfants, pour mes enfants. Je suis aussi par ailleurs mère de 2 enfants en bas âge. Et au EEB, je suis directrice nature, santé, environnement, donc je couvre beaucoup de dossiers thématiques, de politique, agriculture, alimentation, produits chimiques, pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution des sols, et donc on se bat pour remédier à tous ces problèmes et on met la pression, on va dire, sur les décideurs au niveau européen pour que tout ça change, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être et doivent être faites au niveau européen. On a eu l'occasion d'aborder pas mal d'agriculture sur cette chaîne, d'essayer de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là, pourquoi, qu'est-ce qui nous coince aussi beaucoup dans ces schémas de croyances. Et au moment où toi et moi on tourne cette vidéo, on est après les élections européennes, on est après les grandes manifestations qui ont bloqué Bruxelles de la part des agriculteurs venus d'un petit peu partout en Europe. Moi je voulais, pour les personnes qui viennent d'arriver, qui s'intéressent pas mal à ces sujets, mais qui n'ont pas creusé les choses de fond en comble, savoir un petit peu quel est l'état des lieux aujourd'hui de l'agriculture. Et je vais imaginer 2 schémas. Le premier, c'est celui en termes d'humains. Comment travaillent les gens aujourd'hui dans l'agriculture? Qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de s'épanouir là-dedans? Qu'est-ce qui fait qu'on ne renouvelle pas les générations? Et d'un autre côté, quel est l'impact sur le vivant, en sachant que l'agriculture a un impact depuis 10 000 ans sur le vivant, mais que ces dernières années, ça s'est décuplé à des niveaux jamais atteints. Et quelle est la problématique, tout simplement, en fait, d'un point de vue environnemental. Donc, humain, environnemental, on a besoin d'un état des lieux pour mieux comprendre là. Alors d'un point de vue humain d'abord, le modèle agricole aujourd'hui est loin d'être juste pour les agriculteurs. Les agriculteurs, alors évidemment c'est pas la majorité, mais un bon nombre d'agriculteurs se retrouvent un peu coincés finalement entre des prix très bas. Ils ne peuvent pas vendre leurs produits à des prix qui couvrent les coûts de production. Et voilà, ils sont coincés dans un modèle qui les écrase et les empêche de vivre finalement de leurs activités. Je me permets de t'interrompre rapidement. Ça me paraît tellement dissonant ce que tu me dis là, parce que dans les chartes de société, on dit bien qu'une compagnie ne peut pas vendre à perte. Comment ça se fait que pendant autant de temps, on a bien vu par rapport au lait, par rapport à plein de denrées alimentaires, qu'ils vendent en dessous de ce que ça leur permet de vivre. Et je comprends pas, en fait, pourquoi est-ce qu'on est resté aveugle par rapport à ça pendant si longtemps, alors que dans une société, on va dire, du secteur tertiaire, va des rétro-satanas, ça ne peut pas exister, quoi. Comment ça se fait? C'est complètement l'ineptie de ce secteur. Et je me souviens
dans une conférence qu'on avait organisée, un jeune agriculteur qui avait fait une école de commerce avant de reprendre l'exploitation de son père dans l'élevage, et qui disait la première chose qu'on apprend quand on fait du commerce, c'est que c'est celui qui vend qui fixe le prix et pas l'inverse. Alors qu'en agriculture, c'est finalement l'inverse. Et effectivement, c'est un modèle agro-industriel qui écrase finalement les agriculteurs, les grandes distributions qui s'en mettent plein les poches et sur le dos d'un bon nombre d'agriculteurs, mais aussi finalement sur la santé, contre la santé des consommateurs. Et c'est des décennies d'un développement de ce modèle agroalimentaire au détriment des agriculteurs, au détriment du vivant, de l'environnement et finalement aussi des consommateurs. Parce que bon, là, on parle des agriculteurs, mais si on regarde les consommateurs, si on regarde la santé et les problèmes de santé liés à l'alimentation, à la mauvaise alimentation, ce qu'on appelle des maladies non transmissibles, par exemple des maladies cardiovasculaires, le diabète, etc., ça monte en flèche et c'est principalement dû à une mauvaise alimentation et c'est une cause de mortalité, de comorbidité, de morbidité énorme dans l'Union européenne. C'est un vrai fléau. Et comment ça se fait qu'on ne réagisse pas plus là-dessus? Est-ce qu'il y a cet aspect de, oui, bah vous êtes responsable de ce que vous mangez, en bon père de famille, en bonne mère de famille, vous avez qu'à bien sélectionner vos aliments, alors qu'on sait qu'effectivement, il y a des aliments qui sont à disposition, beaucoup de nourriture transformée qui, même si on fait gaffe, malgré tout, les packaging donnent la sensation que ça respecte l'environnement, que ça respecte notre corps, que c'est bon d'un point de vue nutrition, alors que c'est full glucides, du sucre, du sucre, du sucre. C'est quoi en fait? On a rejeté la responsabilité sur un consommateur, on l'a floué, on l'a noyé au point qu'en fait aujourd'hui, parce que honnêtement, c'est le packaging qui compte aujourd'hui. C'est sur ça qu'on se base quand on a envie d'acheter un truc. On fonctionne un petit peu avec des codes, avec des préceptes. Mais comment se fait-il, étant donné que c'est un cas sanitaire mondial, pourquoi est-ce que l'OMS ne se réveille pas là-dessus? Pourquoi est-ce que le système de santé dans les pays n'est pas en train de tirer la sonnette d'alarme en disant mais regardez ce qui se passe. C'est quoi? C'est que c'est latent, c'est que c'est lent, qu'on commence à avoir des comorbidités tellement plus tard en fait que au final, quand tu commences à développer ton diabète à tes 60-65 ans, bah, tu dis ouais, bah, je suis sur la fin de ma vie, c'est normal, tout le monde a le diabète. C'est de normal en fait. Déjà, pourquoi c'est un système qui est très bien ficelé et du coup, c'est très difficile de revenir dessus et de le changer. On va certainement en parler par la suite. Mais pourquoi ces coûts-là, finalement, et ces coûts sur notre santé ne sont pas mieux compris? Et c'est parce que finalement, ils sont diffus. C'est le contribuable qui paye. Enfin, ce qui est le coût de santé publique, etc., c'est le contribuable, c'est pas l'industrie qui paye. Je vais juste donner un chiffre pour illustrer qui, moi, m'a choqué, notamment en France. Je crois que c'est sorti il y a 2 semaines. Il y a l'association française des diabétiques et le Secours catholique et les CIVAN, donc c'est des réseaux d'agriculteurs en polyculture, etc., qui se sont regroupés pour financer une étude pour essayer de comprendre le coût caché du système alimentaire actuel. Et rien qu'en France, ils ont estimé que par an, les coûts justement sur la santé publique, principalement, c'est 19 milliards d'euros. Et si on rajoute ça, toutes les aides qui vont au secteur, des aides publiques, donc Tout ce qui est subventions, etc., on est à plus de 50 milliards. Enfin, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, pourquoi personne n'agit? Pourquoi on continue? Parce qu'il y a un système qui est bien ficelé et ceux qui bénéficient de ce système n'ont aucun intérêt à ce que ça change, évidemment. Et ils ont un pouvoir assez important, aussi pas énorme, sur les prises de décision sur les pouvoirs publics. Ce qui fait que les contre-pouvoirs ont du mal à faire changer ça. Et y compris un certain nombre d'agriculteurs qui sont les premières victimes de ce système, mais qui sont instrumentalisés finalement par ceux qui en bénéficient. Tu fais partie de ces contre-pouvoirs et c'est intéressant quand tu dis instrumentaliser, tu parles de la FNSEA. Alors, je pense à la FNSEA, au Copa-Cogeca plutôt, parce que moi, au niveau européen, notre interface, c'est la Copa-Cogeca qui représente la FNSEA, mais aussi tous les syndicats agricoles des différents pays de l'Union européenne. Et effectivement, Copa-Cogeca se définit comme le représentant de la voix des agriculteurs en Europe. Donc, je crois qu'ils disent représenter plus de 22... Enfin, je ne sais plus quels sont les chiffres exactement, mais je sais qu'il y a eu aussi de l'investigation qui a été faite de journalistes qui montrent que les chiffres qu'ils avancent ne sont pas justes. Déjà, ils
Enfin, ils font gonfler un peu les chiffres en disant qu'ils représentent un certain nombre, alors qu'en fait, ils représentent moins en termes d'adhérents. Déjà, ça, c'est une chose. Mais surtout, ils défendent un modèle agricole hyper productiviste qui était la raison. Tu avais parlé des manifestations des agriculteurs dans la rue qu'on a pu voir en début d'année notamment. Et en partie, les agriculteurs étaient dans la rue parce qu'ils ne pouvaient plus s'en sortir et ils n'arrivaient pas à vendre à un prix juste finalement le fruit de leur production. Et le Copa-Cogeca est en partie responsable de cette situation et ça a tout de suite mis la main sur ces manifestations. Ils ont récupéré ça et ils leur ont dit non, mais le problème, c'est pas le système, c'est pas les prix, c'est la réglementation environnementale, toutes ces règles de Bruxelles qui vous écrasent et qui vous empêchent de regarder la lourdeur administrative, etc. Et du coup, on a vu un mouvement contre la réglementation environnementale, contre tous les projets environnementaux en cours au niveau européen, et alors que c'est extrêmement délétère, puisqu'il n'y a pas d'agriculture sans environnement, et les agriculteurs sont en principe les premiers à le savoir. C'est vrai que quand il y a eu ces contestations qui ont commencé à se déployer, c'est intéressant que tu rappelles les faits. D'abord, les agriculteurs expliquent qu'ils sont dans la rue parce qu'ils sont extrêmement mal payés, ils savent pas comment ils peuvent tenir à long terme. Il y a une véritable peur aussi de que cette terre soit perdue, puisqu'on n'arrive pas, en tout cas au niveau belge, on n'a pas dans 10 ans, je pense que si les chiffres sont exacts, on n'a pas renouvelé les générations, on risque de perdre la moitié des fermes qui vont être achetées par des grosses entreprises, etc., qui vont implanter et faire un petit peu tout ce qu'ils veulent. Et qu'il y a eu tout d'un coup, dans la presse, dans les médias, sur les réseaux sociaux, un écho comme quoi c'est la faute du Green Deal, comme quoi c'est la faute à toutes les normes environnementales sur l'agriculture. Et puis moi, j'avais été voir, je me dis, mais c'est intéressant comment se fait-il qu'ils disent que c'est la faute au Green Deal, aux normes environnementales sur l'agriculture, alors qu'elles ne sont même pas encore en vigueur. C'est-à-dire qu'elles ont été votées, elles ont été déployées, elles ont été signées, mais elles ne sont pas encore actées pour le terrain. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, mais il y a un foutage de gueule quelque part. Et j'ai vu effectivement des partis politiques qui se sont emparés de cette information, au point qu'aujourd'hui, si on ne fait pas partie d'une bulle algorithmique, éventuellement, en tout cas, si on ne fait pas partie d'un cercle d'écologistes, un cercle un peu lambda qui s'intéresse un petit peu à tout, où on se dit, ok, ben, c'est un fait divers, enfin c'est pas un fait divers, mais c'est un fait comme un autre, comme la crise des Gilets jaunes, qu'on est un peu spectateur de ça en tant que citoyen, pas forcément agriculteur. On se dit, ah ouais, bah, c'est bon, c'est la faute aux normes environnementales. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui a eu la plus grande caisse de résonance. Est-ce que ça a joué sur les votes à l'Europe qui en ont découlé en partie? Énormément, énormément. On a vu complètement un basculement dans la mise en œuvre et dans l'ambition du pacte vert, qui est, je le rappelle, quand même essentiel, puisque le Green Deal, c'est quoi? C'est atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050, qui est nécessaire si on veut avoir un futur viable pour nous, pour nos enfants, et même pour nous, hein, pas que pour nos enfants, puisqu'on voit déjà les impacts du réchauffement climatique. Et puis, le Green Deal, ce qui était intéressant, c'est que, évidemment, ça visait la neutralité climatique, mais c'était une approche systémique. Donc, c'est pas que le climat, mais c'est aussi la lutte contre la pollution, puisque la pollution a un impact aussi sur le réchauffement climatique et vice-versa, mais aussi la protection de la nature et de la biodiversité, puisque là aussi, il y a un impact de la perte de la biodiversité sur le climat et vice-versa. La protection des forêts, des zones humides, etc., sont essentielles à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais effectivement, on a vu un basculement dans la mise en œuvre du Green Deal, avec une instrumentalisation de la colère des agriculteurs contre le Green Deal en disant que le Green Deal était responsable de tous leurs maux. Et là où c'est intéressant ce que tu dis, c'est que non seulement c'était complètement faux, mais en plus c'était une hypocrisie totale, puisque sur le volet climat, énergie, transport, etc., il y a des choses qui avaient été faites dans le Green Deal, effectivement, et actées. Sur le volet agricole, non seulement les choses n'étaient pas mises en œuvre, mais rien n'avait été vraiment négocié. Dès qu'on a commencé à négocier la loi sur la restauration de la nature, parce qu'il faut restaurer, on a une perte de biodiversité terrible, et l'agriculture intensive fait partie des grands responsables de cette perte de la biodiversité, la perte des oiseaux, etc. Dès qu'on a commencé à négocier, à discuter cette loi, tout de suite, on a eu un rejet, une instrumentalisation de la voix des agriculteurs contre cette loi, alors que c'est leur meilleur allié. Et on a vu un détricotage finalement des différents
initiatives du Green Deal qui touchaient de près ou de loin Basé sur une fausse au information. système alimentaire et à la biodiversité, basée sur une fausse information. Ce qu'on a vu, ce qui était extrêmement choquant, moi, je n'avais jamais vu ça, et pourtant, ça fait 15 ans que je travaille sur les politiques agricoles européennes. En mars dernier, donc vraiment aussi, il y avait encore des manifestations, ça reste des manifestations des agriculteurs, il y a eu un détricotage express de la politique agricole commune, qui est quand même, qui représente plus de 30% du budget de l'Union européenne. C'est plus de 55 milliards d'euros par an, donc c'est conséquent, c'est l'argent du contribuable. Il y a une réforme qui venait d'être adoptée, qui avait été négociée pendant 3 ans. Alors, le résultat était loin d'être parfait, parce qu'il y avait beaucoup de leviers, etc. Mais au moins, il y avait une négociation, il y avait eu une négociation au Parlement européen, chez les ministres, etc. Là, en un mois, il y a les bases de cette politique qui ont été complètement revues. En gros, qu'est-ce qui a été fait? Le peu de conditionnalités, d'obligations environnementales liées à cette politique ont été jetées à la poubelle, sans consultation publique, sans étude d'impact, sans rien, sous pression de certains lobbies et relayées par les députés conservateurs et les politiques conservateurs. Lié par la colère. La colère a été, on a joué en disant, regardez, ils sont en colère, les tracteurs et tout ça, les agriculteurs. Donc, il faut vite s'activer pour. C'est incroyable. Et la France a joué un rôle très important, la FNSE en particulier, et du coup, la pression du ministre de l'Agriculture français et du président d'ailleurs sur la Commission européenne a été extrêmement importante aussi. Mais ça, ce n'est pas possible sans avoir des gens très organisés en termes de com, en termes de moyens financiers. On sait que l'agro-industrie, c'est des milliards, c'est du dividende à des actionnaires qui sont. Voilà, on a compris que c'est Babylone, que c'est la pointe de l'iceberg et une élite qui applique son modèle, son schéma de croyance sur des autres. Mais c'est quoi? C'est-à-dire que pour avoir réussi à faire ce tour de passe-passe rapidement, ils ont utilisé la presse, les médias en quelque sorte. Ils ont utilisé des réseaux qui leur permettent d'avoir plus de résonance, plus de voix que les agriculteurs eux-mêmes, parce qu'il y avait des agriculteurs qui n'arrêtaient pas, si je me souviens bien, quand on allait creuser un peu plus dans des médias indépendants qui font un travail d'investigation, des agriculteurs qui appellent en disant « je vois le changement climatique qui impacte mes terres, je ne sais même pas comment à ce niveau-là je vais devoir m'y prendre », parce qu'on le subit quoi aujourd'hui, c'est indéniable. C'est quoi? C'est une question de moyens, une question d'organisation Alors c'est un peu tout, il y a moyen, organisation, effectivement, enfin c'est très très ficelé, c'est une espèce de, enfin je prends l'exemple de la FNSEA, mais Arnaud Rousseau qui est à la tête aujourd'hui de la FNSEA, il a une multitude de casquettes, il est lui-même à la tête de plus de 700 hectares, donc bon, Pas il de se intérêt, non. il se dit représentant des petits agriculteurs, etc. Alors que, enfin bon, après, on peut discuter, mais 700 hectares, c'est pas une petite exploitation, c'est une exploitation céréalière, mais il est aussi à la tête d'une entreprise, donc Sophie Protéol, qui fait les protéagineux, les oléagineux, les biocarburants, la transformation. Il a des actions. Enfin, il a, je ne sais plus combien de facettes. Il est aussi maire d'une petite commune. Donc, évidemment, il a aussi un pied dans la politique directement. Donc, c'est extrêmement bien ficelé. Et ça fait que le système tient vraiment parce qu'il y a des relais un peu partout et il ne bouge pas. Et dès qu'il y a une menace pour que le système change, évidemment, il y a une espèce ce réseau fait que c'est très, très, très difficile de le bouger. Après, en com, oui, évidemment, mais il faut aussi savoir que cette attaque contre le pacte vert, évidemment, a bénéficié aussi d'autres acteurs qui n'avaient pas forcément intérêt à ce qu'on avance avec le pacte vert, qui avaient aussi intérêt à ce que, évidemment, il y ait une montée de certains partis, on va dire, d'extrême droite lors des élections européennes, enfin, de la polarisation. Je ne vais pas forcément cibler particulièrement certains pays en dehors de l'Union européenne, mais bon, toutes les vagues de désinformation, etc., qu'on a pu voir, se sont nourries aussi Tu peux le dire, tu sais, Faustine. Hein. Oui, bon, évidemment, on imagine que ce soit la Russie ou certaines personnes aux États-Unis avaient un intérêt à ce que la démocratie européenne soit un peu mise à mal dans le cadre des élections européennes et que certains partis soient victorieux, on va dire, aux élections européennes. Et c'est parti, évidemment, l'un
l'une de leurs cibles, c'était le pacte vert, le Green Deal. Donc clairement, en fait, c'est finalement un ensemble qui fait que effectivement, il y a un pouvoir très fort. Maintenant, pour revenir au Copa-Cogeca, à la FNSEA, encore pour illustrer leur influence et leurs moyens d'action, faut savoir qu'en Europe, quand il y a des décisions qui sont prises, il y a le Parlement d'un côté, donc ce sont les députés européens qui sont élus directement par nous, qui ont été élus en juin de cette année, qui sont élus pour plusieurs années. Et puis, il y a le Conseil des ministres, qui décide toujours à deux. Et quand on parle de politique agricole, c'est les ministres de l'Agriculture qui décident. Et Copa-Cogeca a un siège limite à côté des ministres. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une réunion du Conseil des ministres de l'Agriculture, Copa-Cogeca est invité Un bon gros lobby. en amont. Et ça se sait, et personne n'est bien. C'est ça qui est un peu choquant. Et donc, c'est comme si Copa-Cogeca prenait la main du ministre et puis écrivait les textes. Enfin, c'est un lobby, mais à un point, et ça ne choque personne. Et au niveau du Parlement, dans la commission agriculture, donc qui est celle qui discute des dossiers agricoles, on a beaucoup d'agriculteurs. Donc un conflit d'intérêts direct, et pas forcément des agriculteurs qui représentent des petites exploitations ou l'agriculture bio ou autre. On a des intérêts clairement dans l'agro-industrie qui sont représentés dans la commission. Donc forcément, ça maintient le système tel qu'il est. Et puis, il y a aussi une pression sur les agriculteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que ce qu'on voit, enfin moi quand je discute au niveau national, au niveau local, c'est que il y a tous ces adhérents finalement aux syndicats agricoles, mais ils sont extrêmement dépendants aussi de ces syndicats. Et il y a eu pas mal d'investigations qui a été faites et dès qu'ils commencent à avoir des messages dissonants ou ils mettent un petit peu en question le syndicat ou autre, ils se font remettre en place, on leur demande de gentiment se taire, quoi. Donc oui, c'est un système qui est bien ficelé et qui fait que c'est extrêmement difficile d'avoir du changement et que dès que il y a une menace, comme on a vu avec ces manifestations qui finalement n'étaient pas orchestrées au début par Copa-Cogeca, par la FNSEA, etc., mais qui venaient des agriculteurs eux-mêmes, hop, il y a eu une reprise du mouvement par les syndicats dans leur intérêt. Et encore une fois, évidemment, le bouc émissaire facile, c'est quoi? C'est l'environnement, c'est les environnementalistes, etc. Alors que c'est le meilleur allié aujourd'hui. Maintenant, le deuxième volet, c'est l'aspect environnemental. Oui, l'agriculture, je fais un petit résumé vite fait, avec j'imagine les pesticides qu'on utilise encore énormément, ont un impact sur la biodiversité, la déforestation, on manque cruellement de haies, les sols sont extrêmement appauvris, on a besoin de dopants extérieurs, de stéroïdes façon de parler, on a besoin d'intrants, d'engrais chimiques pour pouvoir doper cette terre, pour qu'elle produise, mais l'année d'après, il en faut encore plus et il en faut encore plus. Donc on comprend qu'à un moment donné, il suffit d'avoir une grosse rupture et c'est toute la production d'un pays ou d'un continent qui est capable de s'effondrer, plus changement climatique. Mais moi, ce que je me dis maintenant, c'est est-ce qu'ils en sont conscients, ces gens qui travaillent à la Copa-Cogeca, qui ont des rapports, qui travaillent avec des chercheurs, des scientifiques, qui certainement se ramassent des newsletters, qui se font alerter à des manifestations devant chez eux. Est-ce qu'ils en sont conscients qu'à force de tirer le même modèle, à un moment donné, il est capable de s'effondrer sous son propre poids rapidement, dû à ce que j'ai cité, effondrement de biodiversité, effondrement des pollinisateurs. Tiens, tout d'un coup, on n'a plus accès à des engrais chimiques importants, les coûts augmentent, et qu'à un moment donné, même les coûts augmentent tellement que les gens vont dans la rue en disant « Non, mais les gars, on ne peut plus payer notre sandwich » ou un truc dans le genre. Quel est ton feeling là-dessus ? Est-ce qu'ils en sont conscients? En principe, ils ont accès aux informations comme nous, comme tout le monde, et les informations sont là. La littérature scientifique est claire, elle est étayée, et puis il n'y a même pas besoin de lire. Enfin, il suffit Mais est-ce qu'elle juste de leur regarder. parvient réellement? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle parvient dans leur quotidien à rentrer? Parce que c'est un schéma de croyance contre un schéma de croyance, ou alors le fait de baigner entre eux dans leur bureau, de se côtoyer entre eux avec la même vision de l'agriculture, fait qu'en fait c'est leur réalité. Ils créent leur prise de la réalité dans lequel t'as beau amener les informations extérieures, il y a un déni qui se fait. Il y a un déni, il y a clairement un déni. Moi, je le vois à mon échelle dans les débats qu'on peut avoir, dans des différents forums, dans différentes conférences, etc., où
Je rappelle, parce que c'est important et je considère qu'il faut le faire, je fais souvent un état des lieux, qui moi-même, j'ai du mal à le faire parce que ça me coûte à chaque fois, parce que c'est dramatique et ça me fait peur en tant Tu parles de la chute qu'aussi. des espèces d'insectes, d'oiseaux. Là, c'est dramatique, enfin, c'est des chiffres qui sont absolument effrayants. Tu parlais des sols, c'est 60 à 70% des sols aujourd'hui qui sont dans un état catastrophique en Europe, c'est des données européennes. Rapidement, Et petite digression, ça veut dire quoi quand on parle d'état catastrophique? d'état catastrophique, ça veut dire qualité, la biodiversité des sols, ça veut dire la matière organique des sols, ça veut dire la pollution des sols aussi, la pollution évidemment aux pesticides, aux nitrates, etc. Donc et alors ça ne veut pas dire que c'est irréversible, mais ça veut dire qu'il faut absolument se dépêcher Et ça et se changer répercute dans cet notre état. nourriture aussi, quoi. Ça se répercute dans notre nourriture, ça se répercute dans l'eau, mais ça se répercute aussi à la biodiversité, puisqu'il faut savoir que, évidemment, la biodiversité des sols est importante aussi pour la biodiversité sur les sols, les espèces qui vivent, qui en dépendent, des insectes qui sont dans les sols, etc. Enfin, nos sols, le sol, c'est la vie, quoi. C'est essentiel à toute vie sur Terre. Des sols en bonne qualité, c'est essentiel à notre survie. C'est aussi essentiel à la lutte contre le réchauffement climatique, puisque un bon sol stocke du carbone et nous permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc il y a les sols, il y a l'eau, la pollution des eaux, la pollution au nitrate. Il y a pas mal de villes en Europe où il y a des taux de pollution au nitrate qui sont dramatiques. C'est lié à quoi? C'est lié à l'élevage, trop d'élevage, les effluents d'élevage. Le sol, en fait, normalement, il y a des cycles, c'est-à-dire que il faut respecter les équilibres des écosystèmes. On peut avoir de l'élevage, mais si on a trop d'élevage, eh bien, il y a un excédent d'effluents qui fait que le sol n'en a pas besoin autant, donc ça coule, ça part dans les eaux, qui se retrouvent après dans les eaux qu'on boit, etc. Et donc, je fais souvent cet état des lieux auprès Et on parlait des oiseaux, d'ailleurs, c'est pas que les oiseaux, c'est les pollinisateurs aussi. Et il faut savoir que s'il n'y a plus de pollinisateurs, il n'y a plus d'agriculture. Enfin, voilà, donc je rappelle toujours ça. Et j'ai une réaction extrêmement virulente en face de moi, enfin très souvent. Vous, les environnementalistes, c'est exagéré, vous nous accusez. Alors je dis, je n'accuse personne, je fais un état des lieux. C'est un état des lieux, ce sont des chiffres avérés, c'est la science. Maintenant, il y a un problème, travaillons ensemble à résoudre ce problème. Et ce problème est aussi dangereux pour vous que pour nous, et certainement encore plus pour vous, parce qu'à court terme, vous ne pourrez plus exploiter vos sols, vous ne pourrez plus cultiver. En plus, avec les conséquences du réchauffement climatique, on le voit avec les inondations, les sécheresses, etc. C'est de plus en plus difficile. On voit que les récoltes se cassent la figure, que c'est de plus en plus difficile de cultiver. Donc, il faut absolument, absolument changer ça. Donc, cette réaction me laisse penser que, oui, il y a un déni. Il y a eu aussi des années, évidemment, d'instrumentalisation en disant que les environnementalistes sont le problème, qu'ils sont alarmistes, et donc, qui fait qu'il y a un espèce de blocage, une polarisation qui aide ceux qui ne veulent que rien ne change, puisque, évidemment, si la société est polarisée, les décideurs sont là, on ne fait rien, parce que c'est polarisé. Et clairement, c'est en même temps une sorte de déni, mais une sorte d'instrumentalisation par ceux qui, à un certain niveau, au COPA-COGECA, j'ai mentionné Arnaud Rousseau, mais c'est un exemple assez emblématique, on va dire, puisqu'il a plusieurs casquettes. Il a aussi des intérêts dans l'alimentation animale, dans l'élevage, etc. Donc, il a tout intérêt à ce que ça reste comme c'est. Il a tellement d'intérêt partout dans le système tel qu'il est, qu'évidemment, il ne veut pas que ça change enfin, il ne faut pas que ça change, quoi. Et de toute façon, il sera à la retraite le jour où il y aura des gros basculements, et donc il se dit, ce sera plus mon problème en quelque sorte. Oui. Il va pas être, on va pas aller le chercher, il va dire, j'ai fait partie d'un grand système, on va pas aller le chercher pour complicité, Non, de crime en quelque sorte. Donc les gens sont en sécurité, ils peuvent continuer à faire un petit peu ce qu'ils ont envie, tout va bien, quoi. Pour l'instant, il n'est pas, en tout cas, il semble pas être en difficulté, et il a aussi, évidemment, enfin, comme au niveau politique, des contacts, etc. Mais moi, je me dis, enfin, en tant que, parfois, je suis un peu naïve, mais je me dis, ça reste quand même des êtres humains, et même s'ils sont dans un déni, même s'ils sont dans un système, etc., je pense qu'il a des enfants, et même s'il n'en avait pas, il connaît des enfants, etc. Et je me dis, on ne peut pas être dans un déni à ce point-là, sans avoir peur, sans flipper pour l'avenir, et se remettre en question et se poser des questions. Donc,
Ou alors c'est une espèce de dissonance cognitive, je ne sais pas, mais Oui, probablement, une forme de maladie une mentale. forme de maladie Je mentale. sais pas, enfin, je suis pas en train d'accuser les gens d'être malades mentaux, pas du tout, mais à partir du moment, enfin, l'humanité est capable d'un cynisme pur, de faire preuve d'une apathie Ouais, ouais, ouais. effrayante. C'est les mauvais côtés qu'on est capable d'avoir, et puis on est également capable d'empathie et de se dire, ouais, mais attends, mes activités, ce que je suis en train de faire, beaucoup de gens qui regardent cette chaîne sont passés par là, ont remis en question tous leurs fondamentaux, tout leur quotidien, en se disant, non, mais j'ai participé à quelque chose qui condamne à pas que mes enfants, les amis de mes enfants, les autres générations. Et bon, voilà, à partir du moment où on baigne dans quelque chose, peut-être qu'il est très difficile d'accepter de se dire qu'on a honoré le maillot de la mauvaise équipe pendant tout un temps. Et puis c'est du court-termisme. Enfin, évidemment, lui, il est dans Il a besoin de dans résultats à son court terme. projet des résultats à court terme, et le modèle est comme ça. Même si là, on parle même plus de long terme, enfin, au niveau des risques et de cet état dramatique au niveau de l'environnement, que ce soit les sols, la biodiversité, on parle de risques à moyen terme et à court terme avec le changement climatique. Hein, donc, mais bon, lui, c'est extrêmement court terme. Continuons un système conventionnel dans lequel on est maintenant, l'agriculture conventionnelle, l'agriculture qui veut produire à très bas coût, où là aussi j'ai l'impression que ça joue beaucoup un bras de fer avec les citoyens en mode tu préfères aller chez Aldi, tu préfères aller de plus en plus dans des endroits où ça te coûte moins cher de t'acheter ton steak alors qu'il y a plein de produits chimiques, c'est du truc industriel, ça va à la vite, et encore je parle de viande, je parle même pour des fruits, des légumes, pardon, des fruits, des légumes. Prenons l'exemple que le système veut continuer à fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui. De plus en plus, chaque année, de pesticides, de plus en plus, parce que des espèces s'adaptent, hein, alors il faut une autre molécule et une autre molécule. De chaque année, de plus en plus d'engrais, encore, pour doper la terre. Chaque année, on se met sous perfusion. Quels sont les risques et est-ce qu'on a déjà des signes avant-coureurs de ça? Oui. Bon, on voit que les récoltes, on est arrivé dans beaucoup d'endroits à un plafond. En fait, on n'arrive pas à produire plus avec plus d'intrants. En fait, il y a des limites. Quand tu parles des pesticides, évidemment, la nature s'adapte finalement, et à chaque fois, il faut produire de nouvelles molécules, il faut de nouveaux pesticides, et en fait, on s'en sort pas. Et tout ça avec l'impact du changement climatique en plus, qui fait que les choses s'accélèrent, et on va effectivement droit dans le mur. Mais ça, les scientifiques sont clairs là-dessus. On ne peut pas continuer ce modèle-là beaucoup plus longtemps. C'est néfaste pour tout le monde, pour notre capacité de production. Mais le problème, c'est qu'on est dans cette... Et ça aussi, c'est finalement ce qu'utilise Copa-Cogeca et l'agrobusiness. Il faut absolument s'assurer de la sécurité alimentaire. C'est ce qui a été utilisé aussi en réponse à la guerre, quand il y a eu l'invasion de la Russie en Ukraine, et la guerre, etc. C'est pour ça qu'on ne veut plus de normes environnementales, parce que là, il faut absolument produire. Il faut produire, parce qu'on ne peut plus importer, sans remettre en cause les fondements. Parce que finalement, on importe pourquoi? On importe principalement pour les animaux d'élevage. Oui, mais ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Mais on a un modèle aujourd'hui où il faut savoir que déjà en Europe, c'est 70% plus ou moins des terres qui sont utilisées pour l'alimentation animale. De quelle sécurité alimentaire on parle? On utilise les terres pour nourrir les animaux, et pas directement pour nourrir les humains. Pour faire les fameux maïs qu'on croit qu'on peut manger, mais qu'on ne peut pas manger. C'est-à-dire que quand tu vas le cultiver, en fait, c'est trop dur. Qui sont faits pour devenir... pour faire de l'alimentation animale. Pour faire de la farine, effectivement... Donc 70% des terres actuellement en Europe sont faites pour faire de la viande. Pour l'alimentation du bétail. Enfin, des animaux. Plus, il n'y a pas que ça. Et on importe du soja, parce que ce n'est pas suffisant. En fait, le soja, Union européenne, riche en protéines, etc., et permet à nos animaux de grossir plus vite, et puisqu'on est dans des rendements, comme ça coûte cher, il faut que ça aille vite. On importe énormément, donc on est aussi dépendant en termes de protéines à l'importation. Donc ce qui veut dire aussi que d'un point de vue sécurité alimentaire, c'est finalement un non-sens. De quelle sécurité alimentaire on parle? C'est quoi la sécurité alimentaire à la base, si on doit y réfléchir? C'est d'avoir une denrée alimentaire qui nous permette de subvenir à nos besoins en éléments. Donc c'est des légumes qu'il faudrait en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut
plus de protéines végétales et de légumes, effectivement, aujourd'hui, on a un mode un régime alimentaire qui est délétère pour notre santé et pour l'environnement, que ce soit en Europe ou ailleurs, mais en Europe en particulier, et ça c'est étayé aussi par les scientifiques, nous consommons trop de produits dérivés animaux, que ce soit de la viande ou des produits laitiers. Et c'est mauvais pour l'environnement, parce qu'il y a tous les impacts sur l'eau que je disais, voilà, les nitrates, etc., les effluents d'élevage, les importations, etc., mais aussi sur notre santé. C'est pas bon d'avoir un régime trop riche en protéines animales. On n'est pas fait pour manger autant de produits dérivés animaux. Et ça permettrait aussi, du coup, de réduire le coût sur la santé publique, les dépenses en termes de santé publique, etc. Donc, il faut vraiment avoir une approche, c'est pour ça que l'approche systémique est vraiment importante, c'est consommation, production, vraiment réconcilier les deux et s'assurer que d'un côté, les consommateurs, que les choix équilibrés et durables soient les choix par défaut et que ce soit la même chose du côté de la production. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu parlais des consommateurs. On met la pression, on va accuser les consommateurs de faire des mauvais choix. Ça, c'est une technique de l'industrie, ça a toujours été. C'est pas que pour l'alimentation, c'est vrai pour tout. Voilà, c'est pareil avec le plastique, etc. On va dire que c'est aux gens de recycler, etc. Alors qu'en fait, on produit du plastique à tout va. Et avec l'alimentation, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, les produits qui sont les moins durables et du coup qui ont le plus grand coût sur la santé publique, sur l'environnement, sur la souffrance animale, etc., sont les moins chers. C'est quasiment toujours le cas. Et donc forcément, les gens vont avoir tendance à se tourner vers ces produits-là. Après, ceux qui savent, etc., et qui ont les moyens, vont essayer de se tourner vers d'autres produits, mais ça reste un petit groupe. Et donc, en plus, socialement extrêmement dégueulasse de faire ça, parce que du coup, on va aller blâmer ceux qui ont moins de moyens en disant Voilà. oui, c'est eux qui veulent manger Oui, une forme les crasses. d'injustice assez flagrante là derrière. Je dis qu'en discutant avec beaucoup de chercheurs, ils me disaient qu'on arrive peut-être à une époque où ce sera la fin de la nourriture bon marché. Peut-être qu'il va falloir augmenter les prix en quelque sorte. Alors moi, je me fais toujours une sorte de projection personnelle en me disant on ne va plus dans des supermarchés ici en famille, on va au marché du quartier, on va au terroir, on va dans des magasins bio où c'est local. Et ça coûte un peu plus cher. C'est pas non plus un truc de fou. Mais il y a des produits, effectivement, tu dis, ah ouais, là, ça coûte quand même plus cher. Ce qui est qualitatif coûte plus cher. Et pourtant, en fait, donc notre coût a augmenté, mais on a diminué ce qui n'était pas utile. Kinder Bueno, le Nutella, il reste encore un pot, je crois, qui traîne là, à mon avis. On a diminué en fait une quantité de produits colossaux qui nous rend surtout addicts, des produits remplis de sucre, etc., etc. C'est peut-être par là doit passer la balance, une forme de rééducation. Est-ce que aujourd'hui on va à l'école, on apprend des métiers, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas carrément 5 heures de cours par semaine sur comment bien s'alimenter, qu'est-ce qu'on trouve comme élément dans quoi? En fait, j'ai l'impression que c'est des trucs qu'on n'apprend pas à l'école. On a encore dans un contexte où on nous apprend à être des futurs bons consommateurs ou des futurs bons gestionnaires de quelque chose, mais on ne nous apprend pas nous-mêmes en fait, à protéger notre santé sur le long terme, la méditation, etc., etc. Que quelques petites écoles le font, mais qu'on n'a pas vraiment un gros changement systémique. J'ai l'impression, en discutant avec toi, en faisant le parallèle avec l'éducation, qu'en fait c'est tout qu'il faut changer à la fois. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui, dans les politiques qu'on a, à tout changer à la fois? Ma question va être la suivante. Est-ce que le changement ne passe pas par la contrainte subie? Quelque chose qui te tombe sur la tête, que tu ne vois pas venir, et qui t'oblige à ce moment-là de trouver des alternatives. Je donne un exemple que j'ai vu au Brésil. J'étais sympathiquement invité il y a des années par Fairtrade pour voir comment ils travaillent. Je suis tombé sur des agriculteurs cultivateurs de café et qui m'ont dit il avait une formule chimique ici et c'était une formule d'un engrais chimique qu'il avait sur son bras et tout. Et moi je dis c'est quoi? Ouais, c'est un engrais chimique, mais bon on l'a plus. Je fais comment ça on l'a plus, vous l'avez plus? Bah non, avec l'invasion et tout de l'Ukraine, nous on achetait nos engrais de là-bas. Maintenant les engrais ont fait x10, ça nous coûte beaucoup trop cher. Eh ben, on est en train de trouver des systèmes D. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent toutes les coquilles, les petites carapaces des noix de café. Ils les brûlent, ils trouvent plein d'alternatives. Ils se sont
comment dire, ils rediscutent entre cultivateurs de café, de bananiers, pour récupérer tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'avoir du fertilisant naturel, pour essayer de pallier au truc. Est-ce que c'est pas par là? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il t'arrive un truc qui tombe dessus, tu es dans la contrainte, t'as pas le choix de faire autrement. Est-ce que c'est pas Ah. comme ça qu'on va y aller plus vite? Oui, mais ce ne sera pas suffisant. Je vais prendre l'exemple de Covid. Avec la Covid, on a vu qu'il y a eu un changement dans dans nos modes de consommation alimentaire, Mhm. puisque finalement, les gens avaient peur d'aller au supermarché. C'est pas forcément facile d'y aller. On y allait avec quand il y avait les masques dispo, etc. Et donc, les gens se sont tournés vers la production locale et bien souvent bio aussi, parce que ça va souvent de pair. Mais après, c'est pas que local et bio, ça peut être que local. Et tous ces petits circuits courts, finalement, ont été un peu pris d'assaut en Belgique, en France, suite à l'épidémie et ce que ça voulait dire pour nos modes de consommation. Et là, je me suis dit, super, ça y est, les gens ont compris, ils comprennent que c'est bien plus... Déjà, et qu'ils ont compris aussi, et en le goûtant, que c'était meilleur aussi, hein, d'un point de vue du goût, parce qu'en plus, c'est vrai que c'est meilleur, souvent ça a beaucoup plus de goût, c'est des produits de saison, etc. Donc, ils ont réappris. Et aussi, d'un point de vue résilience, se rendre compte que on peut beaucoup plus compter sur ces petits producteurs locaux qui sont là, qui étaient là, qui nous ont nourris pendant la crise, etc. Sauf que crise finie. Alors, ce que j'ai trouvé absolument triste, j'ai lu plein d'articles là-dessus, ça m'a fichu les boules, c'est que ces agriculteurs-là, du coup, se sont dit, super, on a une nouvelle clientèle, et donc ils ont augmenté la production. Ouais. Et au lendemain de la On crise, fait des ils ont investissements. fait des investissements et ils se sont retrouvés le bec dans l'eau. Plus personne Presque n'a été. plus personne. Dès que ça a recommencé, hop, puissance 10, les gens, ils ont racheté leur Kinder Bueno, leurs trucs, leurs machins, et puis certainement encore plus. Et pourquoi? Parce que le système est comme ça. Donc, il y a du marketing, il y a un marketing énorme pour aller acheter ces crasses. Enfin, il est là, il cible nos enfants, il cible particulièrement nos enfants, du coup. Et donc ça devrait interdit. Mais il y a aussi des politiques derrière, il y a des politiques européennes pour la promotion des produits agricoles, etc. Il y a encore beaucoup d'argent qui va notamment pour les produits d'élevage, pour la viande et pour le lait. Des campagnes qui sont payées avec de l'argent public. Alors qu'il faut aider et faire comprendre aux gens qu'il faut se tourner vers des alternatives végétales et moins de protéines animales. Et puis, il y a aussi l'éléphant dans la pièce, comme on dit, c'est la politique agricole commune qui, aujourd'hui, est la fameuse PAC, qui nous coûte très cher et qui maintient ce système. C'est nous qui la payons, hein, donc C'est nous qui la payons. c'est pas les revenus qui permettent de la gérer, donc c'est toi et moi, c'est vous en tant qu'Européens, c'est vous qui y contribuez. C'est quoi les chiffres que les gens mettent chaque année, enfin, en termes de... Alors, c'est plus de 55 milliards par an. 55 milliards par an qui sont investis pour un modèle en fait qui à la fois n'est pas rentable et parce qu'il a besoin de beaucoup de subsides et à la fois qui est en train de nous autodétruire. C'est ça, en fait, on garde les agriculteurs sous perf, parce que normalement, une politique publique est là pour aider, si c'est des politiques pour aider par exemple aux revenus, ou in fine, c'est pour aider les agriculteurs à s'en sortir par la suite. Pas rester dans un modèle qui les écrase. Mais finalement, la PAC, c'est ce qu'elle fait, elle les maintient sous perfusion. Il y a des rapports qui n'arrêtent pas de sortir de la Cour des comptes européenne sur le fait que la PAC ne répond en aucun cas aux objectifs environnementaux, aux objectifs climatiques, alors qu'elle est censée le faire. C'est une politique publique avec de l'argent public. Donc il faudrait au moins qu'elle soit alignée sur les objectifs climatiques, environnementaux, biodiversité, etc. de l'Union européenne et des accords internationaux. Mais en fait, elle lui fait défaut. Elle n'est pas du tout calibrée pour le faire. Et puis, elle est profondément injuste. C'est 80% des aides qui vont à 20% des agriculteurs. Ah oui, Ouais. les plus riches, Oui, parce qu'en fait, le mode de paiement, c'est à l'hectare. Donc, oui, alors là, oui. Donc, on pensait à notre Arnaud Rousseau tout à l'heure, 700 hectares, voilà, il faut faire le calcul. Hein. Oui, mais voilà, mais c'est complètement injuste, effectivement. Enfin, c'est facile à partir du moment où tu as beaucoup d'hectares parce que t'es une grosse boîte, t'es une grosse société, tu peux avoir des investisseurs, tu peux avoir des actionnaires, tout ce que tu veux, qui peuvent mettre des pépettes dans ta grosse production de poulet, façon de parler. Tu sais que tu en as un, hop, ses enfants veulent pas, le voisin, ses enfants veulent pas reprendre la ferme, bah tu la rachètes et tu la rachètes. Donc en fait, tu entretiens ton modèle élitiste en toi-même grâce à ça, quoi. Qui rachètent les terres et les droits à paiement. Donc en fait, il y a une capitalisation des prix de la terre finalement avec de l'argent public.
puisque les droits à paiement, en fait, pour avoir des paiements de la PAC, ce sont des hectares éligibles. Donc, on a des droits à paiement à l'hectare. Et donc, quand quelqu'un vend ses terres, il vend aussi, finalement, les droits à paiement et le droit d'avoir des aides. Et donc, il y a une espèce de capital. Donc, ce qui fait que c'est aussi la PAC telle qu'elle est aujourd'hui, c'est un frein à l'entrée des jeunes agriculteurs, puisque c'est devenu impossible de racheter des terres. C'est trop cher, en fait, par effet de capitalisation de ces aides. Donc, c'est Alors, ça continue à se centraliser, en fait. Ça continue à se centraliser. On voit dans certains régimes en Europe, je pense notamment à la Hongrie, il y avait eu ce scandale en 2019, il y avait un article du New York Times là-dessus, où on voyait que Orban utilisait les aides de la PAC pour ses amis. C'est complètement... Voilà, la PAC aujourd'hui, c'est ça, et c'est plus de 55 milliards d'euros par an, alors qu'on pourrait faire... Et voilà, on parle de solutions, on pourrait faire beaucoup avec cet argent. Enfin, et je ne pense pas que si on demande aux citoyens, aux contribuables, ils diraient non, on ne veut plus que l'argent aille aux agriculteurs. Ce n'est pas ça la question. C'est on veut que cet argent aille à la transition vers le modèle nécessaire, puisqu'aujourd'hui, on est dans un modèle délétère, qui est délétère pour tout le monde, agriculteurs, consommateurs, environnement, nature, etc. Utilisons cet argent aux fins de la transition. Et justement, en ayant parlé avec les discuteurs sur cette chaîne et encore avec d'autres personnes en agroécologie, je pense à Marc-André Sellos, qui s'y connaît quelque peu, même si ce n'est pas son premier domaine, et Serge Jacquat, ils m'ont tous dit qu'on est capable d'avoir une industrie, une agro-industrie, le terme industrie est un peu péjoratif, mais qui fonctionne et qui tourne sur agroécologie et agroforesterie, qu'elle est capable de nourrir l'Europe, elle est capable de nourrir les localités. La science a démontré, la recherche a dit, regardez, on y arrive. En plus, on régénère, donc c'est ce qui est génial. On peut créer un cercle vertueux. Est-ce qu'on a des exemples concrets, quelque part, dans des régions où le système en agroécologie se serait potentiellement développé? Je sais qu'en Belgique, en Wallonie, on est à 1% des fermes qui fonctionnent en agroécologie. 1% c'est rien, en Flandre, c'est encore moins. Est-ce qu'on sait si ce chiffre, je ne sais pas si tu as des données là-dessus, est en augmentation et qu'on a des exemples concrets de schémas vertueux, un village avec une forme de ceinture alimentaire en agroécologie qui arrive à subvenir, entre guillemets, aux besoins du village en quelque sorte? J'ai pas de chiffres et de données là-dessus, mais effectivement, sur les vertus de l'agroécologie et la possibilité de nourrir les Européens d'ici à 2050 avec un modèle complètement agroécologique, effectivement, les données sont là. Il y a pas mal d'études qui ont été faites, qui ont été étayées, etc. Il faut savoir que l'agroécologie veut dire, effectivement, changement de modèle. C'est pas que les pratiques agricoles qui doivent changer, la régénération des sols, etc. C'est aussi la consommation. Puisque si on veut avoir un modèle agroécologique à 100% en Europe d'ici à 2050, ça veut dire aussi réduire notre consommation de produits dérivés animaux, que ce soit lait ou viande. Ça, c'est essentiel. Et en même temps, ça va dans le sens comme je disais, d'une meilleure santé. Mais en fait, c'est pas que les pratiques, en fait, finalement. L'agroécologie, si on veut, c'est pas que la production, c'est aussi toute la consommation, évidemment. Ensuite, les chaînes de la transformation, réduire les distances, etc. Donc, c'est vraiment un ensemble. Et c'est un changement, finalement, systémique. Mais c'est vrai que bouger vers le modèle agroécologique nous permettrait de répondre à tous ces problèmes d'aujourd'hui en termes de pollution des sols, en termes de perte de la biodiversité, en termes de coûts sur la santé publique, de problèmes de diabète, etc., puisque ça nécessiterait aussi un changement de régime alimentaire. Quelles sont vos victoires que vous avez eues récemment par rapport à ton bureau toi, c'est le European Environmental Bureau. Ouais. Qui n'est pas l'Agence européenne de l'environnement. Non, il ne représente pas une institution. Non, c'est important de c'est une ONG, c'est une fédération d'ONG. Donc, on est une fédération chapeau, donc on a des membres partout, notamment en Belgique, c'est Canopéa, voilà, en France, France Nature Environnement, et puis on a plusieurs membres au niveau national, on a généralement plus qu'un. Donc, on a plus de 180 membres. Donc, effectivement, on est une ONG et pas, on représente la société civile, on n'est pas une agence. Alors, quelles sont nos victoires ? Déjà, le pacte vert en soi, on parlait du Green Deal, c'était déjà quelque chose de très important et on est rentré dans un nouveau mandat. Là. On a vu toutes ces attaques avec les manifestations d'agriculteurs, etc., comme on l'a dit tout à l'heure, contre le Green Deal, on l'a vu se détricoter, etc. Mais il y a encore un affichage politique et on a bataillé pour vraiment avec nos membres. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait un risque quand même de retour en arrière énorme après les élections, vu aussi
le résultat des élections se shift vers l'extrême droite, etc. Il y a encore un affichage politique au plus haut niveau pour continuer sur la trajectoire du Green Deal. Donc ça, déjà, rien que ça, en soi, tout n'est pas perdu. Et le Green Deal est essentiel. Il faut continuer dans cette trajectoire. Il faut continuer à avoir cette approche systémique, climat, solutions, circularité, etc. Donc, voilà. Ensuite, quand on parle de l'agriculture seulement, là, il y a eu ce qui s'est passé sur la réforme express en mars, comme je le disais, complètement antidémocratique, etc. Mais ça, on est en contact avec le médiateur européen, on a lancé un plan, on va voir, peut-être qu'on va réussir à remettre en cause tout ça, mais bon, ça va prendre du temps. Mais là, on est donc sur un nouveau mandat, et j'ai fait partie d'un dialogue, donc le EEB, mon organisation, mais moi personnellement, on était invités à discuter avec les différents acteurs de la chaîne alimentaire, du Copa-Cogeca à du Food Drink Europe. Donc Food Drink Europe, c'est toutes les grandes marques, on ne va pas les lister ici nécessairement, mais voilà, c'est l'alimentation. Nestlé, Danone, etc. Oui, voilà. Unilever, exactement. Il y avait les engrais chimiques, mais il y avait aussi Via Campesina, donc en France, la Confédération paysanne, ce sont les paysans. Il y avait les consommateurs, il y avait les jeunes agriculteurs, l'agroécologie. Il y a aussi Agroécologie Europe qui était représentée. Enfin voilà, on était 29. Et en fait, ça a été une initiative de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en janvier dernier, aussi en réaction aux manifestations, en disant c'est trop polarisant à mettre tout le monde autour de la table et essayer de trouver le consensus sur le futur de l'agriculture. Voilà, vous êtes dans la salle, vous vous mettez d'accord. Ah, c'est tout. Alors, en sachant que là-dedans, il y a des puissants et des moins puissants, donc ça ne marche pas comme ça. Alors, moi, j'étais donc les ONG environnementales, il y avait moi, il y avait BirdLife et Greenpeace, donc on était 3. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'en termes de... C'est vrai qu'il y avait des puissants, il y avait toute la chaîne alimentaire, etc., mais ce n'était pas trop déséquilibré en termes de société civile, on a représentant d'intérêts industriels, etc. Donc, l'équilibre était pas trop mauvais. Il y avait aussi une scientifique qui était là. Donc, il y avait... Oui, non, je parle surtout en capacité, en pouvoir d'influence. Ah oui, en dehors voilà. de ce dialogue, oui, tout à fait. Mais dans la salle, alors évidemment, au début, c'était lunaire. On était, tu parlais tout à l'heure du déni, etc. en face de nous. Deux mondes qui s'affrontent, quoi. Oui, Deux points de vue différents. Oui, et puis on a l'habitude de se côtoyer dans différents forums, etc. Mais pas dans ce genre d'environnement-là où on est tous assis autour de la table, vraiment des heures, à essayer de trouver des solutions et tout. Au début, il y avait vraiment un refus. On parlait des rapports scientifiques, etc. Un refus, un déni du problème. Non, la viande, c'est bon pour la santé. Non, il n'y a pas de problème de surconsommation de viande. Donc, à un moment, on ne peut pas avancer si sur la table, si la base de nos discussions, ce n'est pas la science, parce que sinon, on n'ira nulle part. Ah, c'était l'opinion encore qui traînait. Oui. Mais c'est incroyable, c'est des arguments à la con, désolé de le dire, mais c'est... Ah oui, oui. Mais convaincu de ce qu'ils sont en train de raconter, quoi. Convaincu. Et puis, revenir dessus. Enfin, on a été patients. Et puis en plus, entre-temps, on s'est mangé la réforme express. Donc on s'est dit, on est là à discuter. De la côté, ils décident, on nous prend vraiment pour des couper la main aux pieds. Voilà. Bon, on s'est dit, on reste quand même. On n'a rien à perdre. Allez, on y va. On essaye. Parce que vu où on en est, de toute façon, vu le Parlement, vu les élections qui pointaient le bout de leur nez, on savait que ça allait quand même pas tourner très très bien et tout ça. Et puis, je dois dire que le 29 août, on s'est mis d'accord sur 117 pages. Donc, je peux dire que ça a été quand même 7 mois assez intenses parce que pour se mettre d'accord sur 117 pages avec un groupe aussi divers que ça, déjà rien que ça, c'était une victoire. Et puis, j'invite tout le monde à lire. Bon, c'est peut-être un peu technique, mais au moins lire le résumé. Et franchement, il y a des pistes super intéressantes dedans. Et ça commence vraiment en disant que... il faut absolument changer de système parce que le système dans lequel nous sommes aujourd'hui est délétère et que Copa-Cogeca, Food Drink Europe, qui finalement sont les moteurs, enfin, qui maintiennent ce système en place, signent ce consensus-là, ce document. C'était une grande victoire. Et il n'y a pas que ça. Après, quand on va dans le détail, on parle de régime alimentaire. On parle de la surconsommation de protéines d'origine animale et le besoin d'aider, de shifter vers plus de... Il ne sait pas comment ce rapport.
C'est le dialogue stratégique sur l'agriculture. On va tenter de vous le mettre en description de cette vidéo. Voilà, non, parce qu'il est vraiment. Et pour nous, c'était. Enfin, vu la polarisation dans laquelle on était, vu les résultats des élections, pour moi, c'est porteur d'espoir parce qu'il y a quand même cet accord. Et puis, il y a ceux qui décident, qui bloquent aujourd'hui, qui ont signé. Maintenant, évidemment, le risque, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle le cherry picking. C'est souvent que certains, parce qu'il est long, c'est 117 pages, donc qu'ils aillent choisir, je pense qu'ils nous arrangent, etc. Donc il y a ce risque-là. C'est quelque chose qui oblige, qui est une forme de contraint, de contraignant, un système contraignant. En soi, non, mais il y a la présidente de la Commission européenne s'est engagée, et c'est repris dans les textes aujourd'hui, à l'utiliser dans les 100 premiers jours de son mandat, du mandat de la nouvelle Commission européenne, pour établir la vision du futur de l'agriculture en Europe. Donc, potentiellement, ça peut avoir un point. Et de renouveler la PAC, la PAC, il y a tout un chapitre sur la PAC, et dedans, on dit qu'il faut absolument changer la PAC, et que la PAC, aujourd'hui, doit être ciblée pour ceux qui en ont réellement besoin, donc les agriculteurs qui en ont besoin, et on met des pistes pour comment cibler, etc. Donc, si c'est suivi par les décideurs aujourd'hui, potentiellement, il y a de l'espoir. C'est excellent, c'est une très très bonne nouvelle en fait. Oui. Voilà, en espérant que comme tu disais, cherry picking, que les éléments soient pas de nouveau avec un nouvel événement qui se produit dans l'actualité, une crise, un conflit qui fait que l'information, ce changement nécessaire, passe un peu en second plan et qu'on en fait un peu n'importe quoi en se disant attendons que la crise soit passée, puis attendons que la prochaine crise soit passée, puis attendons que la prochaine crise soit passée. Et entre-temps, depuis la Covid, je crois que vous avez remarqué vous-même l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce qui se passe au Proche-Orient qui prend des proportions avec un emballement, plus des événements climatiques intenses. Le centre de l'Europe a été impacté avec, j'ai oublié le nom, c'est la tempête Boris, qui a ravagé des cultures entières dans le centre de l'Europe, qui va aussi avoir un impact. Serge Jacquin nous disait, tu vois qui c'est, c'est un bon climatologue qui nous disait justement dans cette émission qu'on voit les chiffres des pertes de rendement, donc il va bien falloir à un moment donné qu'il y ait un éveil. Qu'est-ce qu'il en est justement par rapport à l'adaptation de votre côté, au-delà de ce qui est délétère en matière de fonctionnement humain sur la production, de tous les polluants, etc. Changement climatique oblige. Comment est-ce que le sud de la France s'adapte aux sécheresses à venir, même s'il a replu, sur les pressions sur le truc? Est-ce qu'il y a des plans qui sont dans le pipeline des institutions européennes pour dire ok les gars, on a tout prévu on a prévu une partie pour encaisser des chocs, parce qu'on parle d'hectares et de milliers d'hectares qui peuvent s'envoler littéralement dû à des événements climatiques intenses, quoi. Oui, et l'Agence européenne de l'environnement, donc pas le EEV, mais l'Agence européenne de l'environnement a publié notamment une évaluation des risques climatiques en mars dernier. Oui, on a fait une vidéo d'ailleurs, elle est disponible juste ici, allez la regarder, tous les secteurs sont impactés. Voilà, l'alimentation, évidemment, l'agriculture en est un. Donc, effectivement, il faut absolument s'adapter. Normalement, il devait y avoir, dans le cadre du premier Green Deal, un peu de travaux sur l'adaptation au réchauffement climatique. Ça n'a pas vraiment eu lieu. En revanche, dans les priorités pour ce mandat, c'est un gros volet. Maintenant, voilà, ça va se passer dans les mois qui viennent. Il va y avoir très certainement une stratégie européenne pour l'adaptation au réchauffement climatique. Et il y a aussi tout un volet résilience en termes de gestion de l'eau, puisque quand on parle d'adaptation au réchauffement climatique et surtout agriculture, on parle beaucoup d'eau. On parlait des sécheresses, mais aussi des inondations. Et donc ça, c'est devenu une grosse priorité pour le mandat là, qui va commencer, parce que je dis toujours le mandat qui va commencer pour expliquer un peu ce qui se passe. Il y a eu les élections et maintenant, il y a une nouvelle commission qui va être mise en place, une nouvelle commission européenne. Donc on a la présidente et elle a choisi des commissaires, mais ils vont passer des auditions. Et tant que ces auditions ne sont pas finies, il n'y a pas encore de nouvelle commission en place. Mais ça devrait commencer à partir de janvier et c'est là où les travaux vont commencer. Mais c'est tard. C'est tard. Il aurait fallu prioriser évidemment l'adaptation et la lutte contre le réchauffement climatique de manière bien plus poussée qu'aujourd'hui et pas garder cette... On parlait de la PAC. La PAC, elle va dans le sens inverse de l'adaptation au réchauffement climatique. Elle continue à pousser via des subventions vers des pratiques qui sont pas du tout qui vont pas du tout dans le sens de l'adaptation. Parce que dans le sud de la France, par exemple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire
in fine, aussi repenser les cultures, qu'on fait pousser à avoir des cultures différentes. On parlait d'agroécologie, agroforesterie, des pratiques complètement différentes, et pas imaginer des nouveaux... Enfin, parce qu'il y a tout ce débat maintenant avec les nouvelles... comment NGT, je ne sais pas comment on dit en français, c'est les nouveaux OGM, avoir des nouvelles variétés qui s'adaptent, etc., qui résistent. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle des techno-fixes, finalement, pour maintenir le système tel qu'il est. Voilà, c'est un sparadrap sur un bateau qui coule. Ça tient, et après, dès qu'on atteint les 2 degrés, il faut renouveler, et 3 degrés, 4 degrés, 4 degrés, bon, là, ça craint à mort. Il y avait des chiffres qui étaient sortis qui montraient que les Européens se rendaient pas compte, en tout cas la Belgique et la France, ne mettaient pas beaucoup d'importance dans l'Union européenne, dans le système de la Commission européenne, du Parlement, parce qu'ils se rendaient compte, et c'était des chiffres ahurissants, je crois qu'on parle vraiment de 80%, qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne, ils ne comprennent pas le lien. Donc notre avenir commun dépend de quelque chose qui semble lointain, où les lobbies ont plus de pouvoir que les gens de la société civile. Les gens qui nous regardent là et qui viennent de t'écouter, comment est-ce qu'ils peuvent, de manière très concrète, s'activer, avoir un poids dans la balance par rapport à leur avenir, par rapport à l'agriculture? Quelles sont les pistes, les leviers à activer? Au-delà de, je pense que nos abonnés savent très bien, de consommation, être beaucoup plus regardant sur sa consommation, énormément plus, diminuer la consommation de viande, essayer de faire le plus local de saison. Je pense que tout ça, on sait. Mais comment est-ce qu'on peut peser dans la balance de façon beaucoup plus concrète? Oui, évidemment, le volet individuel, etc., consommation. Mais déjà, peut-être une anecdote, c'est comprendre l'importance de l'Europe sur la vie, sur sa vie au niveau quotidien, de manière quotidienne. Moi, je suis juriste de formation et j'ai très vite compris que c'était à Bruxelles que toutes les lois environnementales et aussi pour la santé publique, que ce soit la qualité des eaux, l'eau potable, etc., se décidaient à Bruxelles. Donc, le volet, l'échelle européenne est fondamentale pour notre vie de tous les jours, pour la protection de l'environnement. Et ça a du sens. Pourquoi ? Parce que la protection de l'environnement, il n'y a pas de frontières. Il faut que ça se fasse au niveau, à plus grande échelle. Si la France décide quelque chose, mais la Belgique décide quelque chose de complètement... Par exemple, pour la protection des eaux, la lutte contre la pollution des eaux, ça n'a aucun sens qu'il y ait des décisions opposées qui soient prises, puisque finalement, l'une va annihiler les résultats de l'autre. Oui, les centrales en charbon en Allemagne ont un impact sur la Belgique et le Luxembourg. Voilà, exactement. On se ramasse les nuages. Voilà. Donc, l'échelle européenne est hyper importante. C'est plus de 80% de la législation environnementale nationale qui vient de l'Europe. Et en fait, le problème, c'est que les médias nationaux et les médias... Et les médias Bolloré. Voilà, exactement, mainstream. Les gouvernements ont tendance à taper sur l'Union européenne et donc donner cette image extrêmement négative aux citoyens de Bruxelles. Déjà, ils disent Bruxelles, ils ne disent même pas l'Union européenne. Péjoratif. Très péjoratif. À chaque fois, c'est Bruxelles a décidé, Bruxelles nous impose. Et évidemment, il ne va pas y avoir les informations positives sur Bruxelles, notamment le Green Deal. On parle du Green Deal, mais en fait, peu de gens savaient qu'il y avait ce Green Deal qui était quand même un plan, un projet d'espoir, avec plein de bonnes idées, de bonnes initiatives, etc. Puis aussi, il y a cette hypocrisie des États, parce que je parlais tout à l'heure du Conseil des ministres. Les États décident de ce qui se passe à Bruxelles. Donc, ce que font les États, c'est qu'ils vont à Bruxelles, ils mettent quelque chose, ils se battent contre quelque chose qui potentiellement est bon pour leurs citoyens, mais après, ils vont mettre ça sur le dos de Bruxelles, alors que c'est eux qui décident. Donc, il y a cette espèce de schizophrénie. Oui, comme si Bruxelles décidait tout seul. Exactement, comme si c'était une entité. Non, ce sont les États et les parlementaires qui décident. Donc, comment, déjà, que les gens s'informent plus, qu'ils essayent. Nous, on a fait des vidéos, on a fait pas mal de matériel dans le cadre des élections, on a pas mal produit de matériaux aussi pour les réseaux sociaux, etc., où on a expliqué vraiment concrètement, voilà ce que fait l'Union européenne dans votre vie de tous les jours, que ce soit, comme je disais, sur la qualité de l'eau, sur la qualité de l'air, on parlait des pesticides, par exemple, juste pour donner un exemple. Aujourd'hui, il y a une directive sur les pesticides. Personne ne le sait, une directive européenne. C'est la directive sur l'utilisation durable des pesticides. Qu'est-ce que dit cette directive ? Cette directive dit que l'utilisation des pesticides dans l'agriculture ne doit avoir lieu qu'en dernier recours. En dernier recours. En dernier recours. Qu'il faut d'abord mettre en place une gestion intégrée des ravageurs des cultures. Donc ça veut dire quoi ?
la rotation des cultures, avoir certaines espèces entre les cultures qui potentiellement peuvent aider à faire venir les ennemis naturels des ravageurs, le biocontrôle. Donc ça, C'est de l'agroécologie, ça. c'est de l'agroécologie. C'est de l'agroécologie. Et c'est dans une directive. Le problème, c'est que les États ne la mettent pas en œuvre. Mais ça, les gens ne le savent pas. Et c'est souvent les États qui sont en défaut de mise en œuvre de la législation européenne. Et ça, ce sont les ONG qui font le travail d'enquête Ouais. et qui doivent rassembler les différents cas et remonter ça à Bruxelles pour qu'ensuite il y ait toute une procédure, parce qu'il y a des procédures d'infraction sur la directive nitrate. Il y a plein de procédures d'infraction en cours. La France, la Flandre, tout le monde est en défaut de mise en œuvre de la directive nitrate. Si les États mettaient en œuvre la législation européenne, déjà, on aurait beaucoup moins de problèmes de Mais c'est de la pollution aux schizophrénie, gens. enfin, c'est bizarre. Ils vont voter quelque chose, ils se mettent d'accord autour d'une table, ça passe au Parlement, Commission européenne, Conseil des ministres européens, Conseil européen, pour au final ne pas appliquer le truc. Enfin, Oui, bah c'est effectivement de la schizophrénie. Mais comme ils sont pas mis à enfin, si, il y a des procédures, mais qui prennent du temps, etc. Et comme personne ne le sait finalement, ils peuvent le faire sans problème. Oui, Et donc, il faut vraiment qu'il y ait plus de pression, Donc, nous, on se bat pour qu'il y ait plus de transparence, évidemment, pour que les gens soient plus au courant et tout ça. Mais c'est extrêmement important que les États se sentent observés dans leur mise en œuvre. Mais ça passe par une meilleure compréhension, effectivement, pour les citoyens de ce qui est décidé, de ce qui se passe à Bruxelles. Parce qu'aujourd'hui, c'est très négatif et parce que c'est de la mauvaise information. C'est une espèce de manipulation aussi. Voilà, les médias qui reportent que les choses à moitié. Et donc, il y a ça. Les ONG font évidemment ce travail-là aussi, essayent de le faire, du moins, mieux qu'on peut. Et puis, donc on parle des États, des ministres, mais il y a aussi le Parlement européen. Et le Parlement européen est quand même censé être, enfin, c'est l'instance démocratique par excellence de l'Union européenne. Donc, ce sont des députés qui sont directement élus. Donc, il y a eu des élections en juin, donc les gens ont été appelés à voter pour leurs députés européens. Les gens la participation aux élections européennes, elle reste quand même, c'est la moitié des électeurs seulement qui ont voté. Ça a un petit peu augmenté, donc on est sur la bonne voie, mais ça reste quand même très peu, en sachant que vous êtes 80% la législation environnementale, la santé, ça nous impacte tous les jours, et ces gens-là décident de ça, donc ça me prouve que les gens ne savent pas, sinon ils iraient plus voter très certainement. Donc il y a ce Parlement, ils sont élus, mais après le travail continue, et on peut observer ce qu'ils font. En fait, il faut que vraiment il y a un peu plus Je sais que ça peut prendre du temps, ça peut être difficile, etc. Mais je pense que si les citoyens mettaient un peu plus de pression sur leurs eurodéputés, ils ont des adresses mail, ils peuvent leur envoyer des mails, ils peuvent leur poser des questions, etc. Pourquoi j'ai entendu que vous avez voté sur cette loi-là Est-ce que je peux savoir ce que vous avez voté? Pourquoi vous avez voté comme ça? Parce qu'on voit ce qu'ils ont voté aussi sur le site. Je pense vraiment que ça aiderait. Parce que du coup, aujourd'hui, les eurodéputés sont élus, ils partent à Bruxelles. Ils font ce qu'ils veulent. Il y a les ONG, évidemment, qui font le travail, mais il y a énormément de lobby industriel, qui leur mettent beaucoup de pression. Et donc, ils ont tendance à, évidemment, écouter les plus forts. Pas tout le monde, hein, mais une partie. Ils les mettent bien. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu es un gros lobby type Microsoft, tu as un gros lobby type Copa-Cogeca, par exemple. Oui. C'est très facile, tu as accès, tu as ton badge qui te permet de rentrer au Parlement. Nous, on en a aussi, les badges en tant que... Moi-même, je suis très souvent là-bas en tant que, du coup, ONG ou en tant qu'activiste, pour aussi aller discuter avec des eurodéputés pour essayer de leur dire, voilà, pourquoi ceci est important, pourquoi la loi sur l'IA, c'est ci, c'est là. Mais en même temps, on sait très bien que moi, c'est juste aller dire bonjour et avoir quelques minutes, tandis que tu as l'autre qui arrive avec toute son équipe, avec le costard cravate. Alors viens, on va manger au Fouquet's aujourd'hui. Enfin, il n'y en a pas de Fouquet's à Bruxelles. Mais on va manger dans un chouette endroit. Venez, on prend un truc dans notre agenda. Quelque chose qui donne beaucoup plus la prestance corporate. Et qui, lorsqu'ils sont à table, c'est bon, ben voilà, quel est l'intérêt. Ça, c'est l'intérêt des gens. Et vous pouvez de votre côté, regardez, on vous a prévu toute votre com. Si jamais vous avez une sortie à dire pour dire combien d'emplois ça va et c'est bien pour votre image. Et, on fait pas, moi, j'ai l'impression qu'on ne fait pas le poids face à ça. Face à ces grosses machines. Et que les seuls leviers, c'est de tomber effectivement sur des eurodéputés qui ont l'esprit éveillé, qui font partie un peu d'une nouvelle garde, en fait, d'une nouvelle façon de faire la politique, qui est autant sensible à des ONG qu'à justement des lobbyistes corporate, qui parfois, on ne se rend même pas compte, hein, c'est des gens, ils deviennent amis, ils se voient tellement souvent, ils font connaissance, c'est mon pote, l'eurodéputé de tel machin, je lui donne des avantages,
Voilà, Pierre Autour va beaucoup nous manquer à l'Europe, hein, je Ouais. place ça pour lui. Euh, Est-ce que, donc, que le citoyen, que les gens qui nous regardent soient beaucoup plus engagés dans l'Europe, ça c'est indéniable. Mais là, directement, derrière l'ordinateur, juste après notre conversation, qu'est-ce qu'il peut faire directement là? Oula. Ah ouais, je compte sur ta créativité. Oh là là, c'est Bosser chez vous, peut-être? ah oui, oui, bah oui, évidemment, on a besoin. Oui, oui, d'autant que peut-être, petit aparté, il y a aussi énormément de pression aujourd'hui sur les ONG environnementales. On est la cible, que ce soit les activistes ou les ONG environnementales qui font du lobbying comme nous ici à Bruxelles pour couper les financements, etc. Donc on a une grosse pression sur nos épaules. Donc il va falloir qu'on se batte pour éviter de se faire couper évidemment nos subsides et tout ça parce que sinon on ne pourra plus fonctionner. Mais effectivement, allez voir, déjà rien que aller voir notre site, c'est déjà pas mal parce que là ils trouveront énormément d'informations sur les différentes choses qu'on fait. On a plein de ce qu'on appelle des position papers sur les différentes lois qui sont en train d'être discutées au niveau du Parlement, en codécision, etc. Donc la première chose à faire, c'est aller sur notre site et puis ensuite, oui, venir bosser chez nous avec plaisir. Cool. Faustine, merci pour cette conversation. Est-ce que tu as des derniers éléments que tu voudrais nous partager avant que nous invitons nos abonnés à regarder d'autres vidéos de la chaîne? Non, qu'il faut garder espoir et ensemble, on y arrivera. De toute façon, il faut. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça que tu fais ça. Faustine, je te fais un check. Du fond du cœur, merci. T'es la Française la plus belgicisée que je connaisse. Ah va. Normal, elle bosse à Bruxelles en même temps, hein, et nous faisons cette émission depuis Bruxelles. Dites-nous ce que vous avez pensé, dites-nous en commentaire un petit peu quelles seraient vos pistes de solutions, comment est-ce qu'on peut ébranler un système agro-industriel aussi solide, tout en sachant que de plus en plus les militants écologistes, activistes sont de plus en plus criminalisés en Europe, hein, ça deviendrait très compliqué. Il y a des peines de prison qui sont de plus en plus omniprésentes. Alors je ne sais pas si au moment où nous terminons cette vidéo, la vidéo sur ce sujet est disponible. Si c'est le cas, je vous la mettrai. Sinon, restez patient parce qu'on en parle beaucoup sur cette chaîne. Mais en tout cas, n'hésitez pas vraiment à donner pléiade d'idées en commentaire et ce que vous avez pensé de cette conversation. Abonnez-vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les limites planétaires, les limites des ressources, les limites humaines. Sur Limite. Ciao tout le monde. Merci infiniment à vous les tipeurs. Si Limite existe et tout ce travail qu'on arrive à abattre, c'est intégralement grâce à vos dons. Et toute aide, quel que soit le montant, est bien entendu la bienvenue. Merci encore à vous. Vous êtes littéralement ce que je peux appeler la résistance. Quelle est ta définition du réel ?